à tous. Nous sommes en présence de Jean-Yves Rivière, qui est président du conseil d'administration de Nexeia, entrepreneur. Donc Jean-Yves est un entrepreneur confirmé, donc il a créé une très belle entreprise. Donc je lui laisse la parole pour qu'il puisse se présenter. Bonjour, je suis Jean-Yves Rivière, comme l'a dit Alex. Voilà, moi je suis de formation ingénieur et j'ai eu l'opportunité de créer maintenant depuis début 97 une société, puis qui est devenue aujourd'hui un groupe d'environ 1300 personnes. Un groupe qui travaille dans le domaine de l'informatique et de l'électronique industrielle. Juste pour dire quelques chiffres, donc je vous ai donné les effectifs. En termes de chiffre d'affaires, ça veut dire à peu près 130 millions d'euros. 130 millions d'euros, c'est une dizaine de sites industriels en France, et puis un positionnement à l'export qui commence à faire, et essentiellement des clients qui sont des grands groupes français. Nos grands secteurs, c'est la défense, l'aéronautique, le spatial, le ferroviaire, l'énergie, enfin l'industrie d'une façon générale. Au départ, qu'est-ce qui t'avait motivé à entreprendre en fait? Quel a été ton déclic? Alors moi je dirais c'est génétique comme je dis souvent. Moi j'ai toujours pensé qu'un jour, en tout cas j'essaierais de monter ma boîte. Donc ce que j'ai eu l'occasion de faire dans un premier temps en dirigeant une société de type service en informatique industrielle. Donc après avoir fait un passage dans un grand groupe industriel, puisque j'ai commencé ma carrière dans l'automobile chez Renault. J'ai eu un démarrage assez classique. Et puis j'ai eu la responsabilité d'une société de service que j'ai développée. Et puis à partir de ça, j'ai créé Orilogic, qui est devenu maintenant le groupe Nexeia. Ça c'était début 97. Donc j'ai démarré, comme on dit, un petit peu form scratch. Alors c'est pas tout à fait form scratch dans la mesure où il y a des clients qui me faisaient confiance, des ingénieurs et des collaborateurs qui m'ont suivi dans mon projet. Et voilà, et donc ça a démarré. Ça s'est développé. Je me suis associé, donc j'ai fait aussi un choix à un moment donné d'être associé avec deux autres personnes qui dirigeaient une société qui ont rejoint le groupe. Et avec eux, ensemble, on a développé nos activités jusqu'à arriver aujourd'hui à la taille où on est. Alors il y a eu des choix, parce que développer, c'est faire des choix. Alors moi, j'ai fait des choix de croissance. Ça conditionne un certain nombre de choses, parce que pour faire de la croissance, il faut disposer de moyens financiers. Donc les moyens financiers, on est allé les chercher avec des partenaires. Donc on a fait rentrer à notre capital des partenaires financiers, des investisseurs financiers. Ça veut dire qu'on s'est dilué, qu'on a accepté de ne plus être majoritaire dans la société, au détriment du fait que ça nous a permis de nous développer, de faire de la croissance externe, puisque aujourd'hui le groupe s'est développé au travers de plus d'une dizaine d'opérations de croissance externe. À peu près tous les ans, on fait une opération de croissance externe. Voilà. Donc tout ça sont des choix qui ont conditionné notre développement. On a aussi fait le choix de rentrer en bourse en 2007, parce que les partenaires financiers, il fallait leur offrir aussi des portes de sortie. Donc voilà. La bourse, ça nous a permis aussi d'être un peu plus connus, donc un aspect notoriété. Et puis ça nous a permis de lever des capitaux, ce qui nous a permis de continuer à faire nos opérations de croissance. Donc voilà, tout ça était dans cette logique de développement qui était un choix. D'accord. Et ce choix, toi et tes associés, vous l'avez fait dès le départ, ou ça a été au fur et à mesure de la... C'était un choix dès le départ, oui. On va dire, dès le départ, on était câblés tous les trois sur ce modèle-là, parce qu'on avait envie de constituer un groupe plus important. Aujourd'hui, on fait partie de ce qu'on appelle les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. On dit qu'en France, le paysage industriel
manque de ce genre d'entreprises qui sont entre les grands champions français, les Thales, les DCN, les Safran et autres grandes entreprises industrielles, puis les petites PME, PMI. Donc il y a besoin d'un peu de ce qu'on appelle ces entreprises à l'allemande, hein, ces grosses PME allemandes là, qui sont le terroir en fait des entreprises allemandes et qui font défaut en France. Hein. Donc on a choisi d'être dans ce créneau-là, donc des entreprises qui ont des capacités à réaliser alors nous c'est des équipements, des systèmes, hein, donc une capacité à développer des choses, à être innovantes, d'avoir des capacités donc aussi à faire de la croissance et à se porter aussi à l'international, puisque c'est actuellement notre projet. On est arrivé à un stade où maintenant il faut qu'on sorte un peu des frontières, qu'on aille voir à l'extérieur. D'accord. Donc juste pour reprendre par rapport à ce que tu disais au départ, donc tu disais que tu avais fait le choix de prendre des associés. Qu'est-ce que tu allais chercher chez ces associés et qu'est-ce qui a fait justement que tu n'as pas voulu entreprendre par toi-même? Alors, bon, d'abord j'ai entrepris par moi-même, mais je dirais quand on veut développer, bon, on parle souvent de la solitude du dirigeant, c'est-à-dire que c'est pas facile quand on est tout seul de prendre toutes les bonnes décisions. Donc les partager, c'est bien. Alors après, ça peut ça peut présenter des difficultés. Parce que, alors, nous, ça a bien marché. Pourquoi? Parce qu'on est complémentaires. Sur les trois associés, il y en a un qui est plutôt orienté finance, hein, plutôt le financier, on va dire. Hein. Il y en a un qui est plutôt orienté business, développement de business, disons le côté commercial. Et puis moi, je suis plutôt l'aspect interne, ressources. De plus en plus, je me centre sur les ressources humaines, c'est sur le développement de nos potentiels en interne, avec une partie opérationnelle, puisqu'on est avant tout opérationnel, c'est-à-dire qu'on est en contact direct à la fois avec nos clients et à la fois avec nos collaborateurs. On reste une entreprise à taille humaine. D'accord. Ok. Par rapport à ton développement qui a été quand même très rapide, puisque c'est une société qui a été créée en 97. C'est pas très rapide, non? Ça va faire 13-14 ans, 13, bon. 14 ans, c'est bien. Oui, c'est bien, oui, mais c'est pas exceptionnel non plus. Hein. Ouais. Et bah justement, par rapport à ça, quel conseil donnerais-tu justement à des personnes aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui auraient cette envie de développer une très belle société plutôt qu'une belle société? Conseil, c'est d'abord avoir envie, hein, parce que je dirais on fait que des choses quand on y croit, qu'on a envie, qu'on a un petit peu un côté, ce côté entrepreneurial qui fait qu'à un moment on se lance et que on n'a pas forcément toutes les données du problème, quoi, hein. Je veux dire, quand j'ai démarré, je ne savais pas si à la fin ma société elle ferait 50 personnes, elle en ferait 1000 ou elle en ferait je ne sais pas combien. Donc je me posais d'ailleurs pas la question, mais je me suis dit qu'il fallait développer, il fallait tenter, et que bon, c'est toujours en essayant qu'on finit par arriver. Hein. Alors après, il faut reconnaître qu'à certains moments, il y a aussi des aspects plutôt de la chance, hein, il faut le dire. Hein. Il y a c'est-à-dire qu'on se dit on est là au bon moment, on a réussi à rentrer chez un client à un moment où il y avait du potentiel, qui nous a aidés, etc. Bon, c'est sûrement en cherchant qu'on a aussi des opportunités, mais des fois c'est vrai qu'il faut avoir un peu de chance. Hein. On dit souvent dans le commercial qu'il y a des commerciaux qui réussissent mieux que d'autres parce qu'ils ont plus de chance. Alors on ne sait jamais si c'est parce qu'ils sont meilleurs ou si c'est parce qu'ils sont là au bon moment, mais il y a aussi un peu de ça dans l'entreprise. Il y a des choses rationnelles, puis il y a des choses irrationnelles. Hein. Donc la chance se provoque. Quand même. Mais la chance se provoque, oui. Ouais. Il faut essayer, quoi. Enfin, moi, le conseil, c'est de dire, si on a envie, il faut y aller, quoi. Hein. Il ne faut pas forcément se limiter, il ne faut pas se créer des œillères. Hein. Faut pas dire, ça, j'ai pas la capacité, ou c'est pas possible, ou c'est réservé à certaines personnes, certaines élites. Bon. Moi, j'ai démarré ma société, j'avais pas de moyens financiers. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas forcément en disposant au départ de beaucoup d'argent qu'on va réussir à monter un grand groupe. Et puis il faut savoir s'entourer. Bon, une société ça réussit parce qu'on a autour de soi des gens
qui sont aussi bons que vous, voire meilleurs. Bon, donc ça veut dire qu'il faut accepter aussi d'avoir autour de nous des gens qui sont à fort potentiel. Et ça, c'est souvent difficile, que je vois quand on demande à un de, je sais pas, de nos directeurs, par exemple, d'embaucher quelqu'un dans son équipe, il va chercher plutôt à avoir quelqu'un un petit peu en dessous de lui. Alors qu'il faut embaucher quelqu'un qui est capable de se remplacer, qui est capable de nous remplacer. Et c'est comme ça qu'on fait progresser les gens. Qu'est-ce qui fait que tu penses que certains dirigeants, justement, préfèrent embaucher des personnes moins qualifiées? Parce que d'un point de vue purement objectif, ça peut faire peur de dire est-ce que je vais réussir à le manager, est-ce que je vais être à la hauteur. Il y a toujours un complexe, hein, les dirigeants ils sont pas complètement à l'aise sur tous les domaines. Hein. Quand on, je sais pas, nous, il nous est arrivé d'embaucher des gens de très haut niveau, des polytechniciens, des gens, voilà. Bon, au début ça fait réfléchir, puis maintenant ça ne nous pose pas de problème. Ouais, on se dit, bon, voilà, ils sont peut-être meilleurs que nous, très bien. Tant mieux, voilà. D'accord. Ouais, il ne faut pas avoir peur de... C'est l'appréhension peut-être au départ, certainement. Oui, mais bon, alors évidemment, il faut faire des choix quand même qui soient les bons, mais je veux dire, il ne faut pas avoir peur non plus de hausser le niveau, hein, parce que c'est ça qui va faire progresser l'entreprise. L'entreprise, elle ne progresse pas que par nous, elle progresse par les gens qui viennent et qui eux-mêmes font progresser l'entreprise. Donc il faut qu'eux aussi puissent progresser. Se donner des perspectives. Plus ils sont bons et plus ils vont faire progresser l'entreprise. Quoi. Alors après, il faut qu'ils soient quand même intégrables dans l'entreprise, hein, parce qu'on est dans une petite structure, c'est pas aussi simple que ça. D'accord. Donc tu as souligné un point qui était intéressant tout à l'heure sur le fait que tu avais démarré sans moyens et que tu allais chercher ces moyens-là. Donc dès le départ, si j'ai bien compris, tu allais chercher un groupe financier qui a intégré. Alors ça, c'est pas arrivé tout de suite, hein, parce que j'ai commencé en 97, les premiers financiers sont rentrés en 2001. D'accord. Donc au début, j'ai développé de façon classique, hein, puisque essentiellement, c'est une activité de type service que j'ai développée au départ. Donc une activité qui ne nécessite pas de moyens financiers énormes, qui permet assez rapidement de faire de la croissance, hein, donc de constituer une équipe. Donc c'est comme ça que j'ai démarré. Hein. D'accord. Voilà. Il faut chercher aussi parce qu'il y a des activités qui nécessitent beaucoup de moyens financiers. Par exemple, si on veut faire du développement, par exemple, je prends un exemple, si on veut faire une activité de production, ça demande des moyens financiers. Bon, ça, c'est compliqué. Voilà. Bon. Quand on fait du service, il n'y a pas besoin de moyens financiers. Si on a une très bonne idée ou si on est bien positionné sur un domaine, on va assez rapidement monter. L'activité étant assez facilement rentable et assez facilement génératrice de cash. Donc, un autofinancement rapide. Un autofinancement rapide. Ouais. D'accord. Moi, je sais que la première année, j'étais rentable. Quoi. D'accord, ça c'est bien. Voilà, oui, c'est bien. Ouais. Et c'est rassurant pour les gens qu'on entraîne aussi avec nous. Hein. Bah oui, ça c'est normal. Ouais, c'est aussi la difficulté. Qu'est-ce qui fait un bon dirigeant? Je ne sais pas si je sais répondre complètement à cette question-là, mais enfin bon, je dirais un dirigeant, il faut qu'il soit quand même assez large dans son domaine, dans son spectre de compétences, puisque en particulier quand on démarre, on touche un peu à tous les domaines de l'entreprise, c'est-à-dire la relation client, bien sûr, en interne la relation avec les collaborateurs, hein, qui est super important, et puis quand même quelques notions bien comprises de rentabilité, de gestion d'entreprise, quoi, hein. Donc c'est un peu l'alliage de tout ça, l'alliance de ces trois compétences qui font que si on les a, on peut penser développer la société. Si on est que sur un seul axe, on va avoir du mal peut-être à développer. Si je suis que purement commercial, je vais peut-être laisser de côté l'interne et les gens ils vont pas être bien dans la boîte. Je peux aller vendre des belles choses. S'il n'y a personne qui me suit, je serai tout seul et ça va pas marcher. Voilà, et inversement, si je suis trop en interne et pas assez porté sur le client, j'arriverai pas à développer les marchés. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut être pluridisciplinaire, hein. Il faut être capable de comprendre les mécanismes internes de la société et savoir, je dirais, l'apporter aussi à l'extérieur. Donc c'est un métier d'ailleurs qui ne s'apprend pas dans les écoles. Hein. Non, je pense pas. Donc après, voilà, il y a
moi je dis il y a beaucoup de feeling hein, dans notre métier, et puis après chacun est comme il est, hein, mais moi je suis plutôt sur ce modèle-là, c'est-à-dire je ressens plutôt les choses, que je suis pas complètement analytique sur le fonctionnement. Il y a des choses qu'on sent, qu'on ressent dans l'entreprise, qu'on sent que quand une décision est bonne, c'est l'intuition. Ouais, on sent que les gens ils adhèrent à ça, mais ça ne se traduit pas immédiatement en chiffres ou en évolution, quoi. Enfin, bon, hein, donc, il faut savoir ressentir les choses, quoi. L'entreprise, sa vie, quoi. Et c'est un corps social, hein. Donc il faut ressentir je dirais les vibrations, quoi. C'est ça qui fait la différence entre un chef d'entreprise et peut-être un directeur qui sent que voilà, il sent ce qu'il peut faire dans l'entreprise. Il sent que les gens, et il va aussi faire en sorte que les gens fassent un peu plus que ce qu'ils pensent pouvoir faire. C'est-à-dire que notre rôle à nous, c'est de donner aux gens la possibilité d'aller plus loin, d'aller plus haut, hein, et les tirer vers le haut, quoi. Pas uniquement leur dire maintenant je vais t'expliquer comment on bosse, quoi. Parce que ça, je sais pas forcément. Pourquoi. Au contraire, c'est de dire bon voilà, on a un projet d'entreprise, donc il faut que les gens, il faut aussi communiquer. Hein. Bon, la communication c'est important en entreprise. Hein. Enfin, bon, il faut bien communiquer, il faut que les gens ils comprennent où va l'entreprise, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et où est-ce qu'ils iront avec l'entreprise. Sinon, les gens sont de moins en moins attachés aux entreprises, on le sait, hein, en particulier la fameuse génération Y. Là. Ils sont pas tous comme ça. Ils sont pas tous comme ça, mais enfin bon, ils sont là. Il faut que les gens, s'ils restent dans l'entreprise, il faut qu'ils sachent pourquoi. Ouais. Qu'ils aient une motivation peut-être. Une motivation, voilà. Non, parce que sinon, il y a quand même un choix hein, pour des gens qui ont un bon niveau. Et quand tu dis que le métier de dirigeant, je pense que je partage entièrement ton avis, que ce n'est pas dans les écoles qu'on l'apprend, mais comment conseillerais-tu à ceux qui nous écoutent de travailler ça, c'est-à-dire ceux qui justement ne s'apprennent pas? Bah, déjà, on peut le pratiquer dans d'autres entreprises. Hein. Avant de se lancer, moi je ne me suis pas lancé. Bon, toi, il se trouve que tu t'es lancé dès la sortie de l'école. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai passé une petite dizaine d'années en entreprise. Donc, je veux dire, on apprend des choses déjà. On apprend à voir des modèles, où on apprend des modèles qu'on ne veut pas reproduire. Hein. Il y a aussi ça, quoi. C'est les deux. Hein. Donc, ça permet de faire des choix, hein, positifs ou négatifs. Donc, et puis après, après il faut se lancer, quoi. Je pense qu'après chaque entreprise est différente. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait deux entreprises qui marchent sur le même modèle. Bon, donc après, suivant son offre, son positionnement, bon, bah, il faut se benchmarker, il faut se comparer aux autres aussi. Je veux dire, quand on est dans un métier, il faut regarder les entreprises autour. Faut pas, alors, déjà pour connaître son marché, pour savoir quels sont les concurrents, mais aussi pour savoir où il y a les trous dans la raquette, c'est-à-dire où les autres sont pas bons, et là on va pouvoir prendre une place, parce que forcément, il y a toujours, quel que soit l'endroit où on se positionne, il y a toujours des sociétés qui existent. Donc il faut voir qu'est-ce qu'on va apporter de nouveau, de différent. Très bien. On avait parlé du fait que tu avais grossi également en achetant différentes sociétés. Quels ont été pour toi tes critères de sélection de ces entreprises-là? Sur quoi tu t'es appuyé? Qu'est-ce qui t'a défini? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit cette entreprise est intéressante plutôt qu'une autre? Alors oui, bah nous c'est un choix important. Hein. Donc ça, la croissance externe a été un moteur important puisque ça représente plus de 50% de notre activité vient de la croissance externe. Alors la croissance externe, c'est pas complètement simple comme choix. Nous, ça s'est plutôt bien passé parce que d'abord, on voulait faire des opérations de croissance externe. Donc, on a, dans un premier temps, choisi des sociétés qu'on connaissait. C'est-à-dire que c'est des sociétés qu'on suivait, qui étaient plutôt dans notre secteur d'activité, des sociétés qui marchaient bien. On a fait un choix aussi de ne pas racheter des sociétés qui ne marchaient pas. Il y a des sociétés qui sont spécialisées, ils achètent
à bas prix les sociétés qui sont en difficulté, par exemple, puis ils vont les remonter. Nous, c'était pas ça. C'était de prendre des sociétés qui avaient une offre en particulier technologique pour nous qui nous intéressait. Donc des sociétés de taille assez variable. Hein. On a pris des sociétés d'une dizaine de personnes jusqu'à 300 personnes. Donc on va dire que des modèles différents. Et dans lequel, je dirais, on a associé aussi les dirigeants à notre projet à nous, en disant vous venez nous rejoindre. Une partie, on rachète votre société, une partie sous forme de cash, et puis une partie sous forme d'échange de titres, c'est-à-dire qu'ils devenaient actionnaires avec nous du nouveau groupe, qui devenait différent après acquisition de ce qu'il était avant. Donc on a construit aussi comme ça le développement du groupe. Donc alors ce qui est compliqué dans l'intégration de sociétés externes, c'est que on est confronté à des cultures d'entreprise qui sont différentes. Et donc ça peut être compliqué parce que c'est pas simple. Nous on a plus d'une dizaine, 12 ou 13 sociétés qui nous ont rejoints. Ces 13 sociétés qui sont toutes différentes. Donc, petit à petit, elles s'intègrent dans le groupe. Nous, on a fait le choix de ne pas les intégrer tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a toujours au moins une année où elles restent dans leur format précédent et où on commence à voir comment on peut travailler avec elles et comment, à terme, on peut les intégrer. Donc, et puis ensuite, on voit aussi quelle est la place que les dirigeants peuvent prendre dans le groupe. Hein. Sachant qu'il y a des cas où ça marche, ou il y a des cas où ça ne marche pas. Je ne vais pas dire que... Nous, on dit, on propose aux dirigeants d'être associés au développement du groupe, mais ça c'est les joies du direct, il y a le téléphone qui sonne. Donc on propose aux dirigeants d'être associés au groupe et de continuer à développer. L'idéal étant qu'effectivement, en nous rejoignant, ils arrivent à développer plus leur entreprise qu'ils ne pourraient le faire par eux-mêmes tout seuls. D'accord. Alors globalement, ça s'est bien passé. Ouais. Alors on a aussi des cas de dirigeants qui vendaient pour partir. Alors, ouais, c'est différent. Et donc, comme nous, donc l'organisation, elle a bougé au fur et à mesure qu'on faisait des opérations de croissance externe. Ne serait-ce que on a changé notre nom pour avoir un nom qui soit commun à toutes les entreprises, qui ne soit pas le nom de l'une d'entre elles, par exemple. D'où le changement de nom. D'où le changement de nom. Le fait aussi qu'on a créé des divisions pour, je dirais, mettre en avant les différents métiers que l'on avait. Enfin, voilà. Mais bon, effectivement, c'est pas forcément très facile d'intégrer les sociétés. Il faut passer beaucoup de temps à bien la choisir. Donc nous, on l'a choisi parce qu'on les connaissait en général, on connaissait les dirigeants, donc c'est plus simple quand on connaît l'entreprise. Et puis aussi, on a passé beaucoup de temps à communiquer parce qu'il faut expliquer en partie, parce que le dirigeant, lui encore, il est convaincu qu'il faut faire l'opération, mais les salariés, eux, les collaborateurs, ils se disent on va atterrir dans un groupe, mais qu'est-ce que... ils ne voient pas forcément complètement l'intérêt au départ. Donc il faut bien communiquer avec eux, il faut leur expliquer quel est le projet, pourquoi ça a du sens industriel, pourquoi pour eux c'est bon de venir dans un groupe comme le nôtre, etc. Et pourquoi ce choix de la croissance externe plutôt qu'une croissance interne? Parce que ça va plus vite quand même. Ouais. Ça va plus vite. Et puis, nous, on a acquis des technologies qu'on n'avait pas. Donc ça nous a permis de se positionner chez nos clients avec une offre beaucoup plus intéressante. Plus rapidement. Et voilà, certains produits qu'on a acquis nous ont demandé plusieurs années de développement. Et voilà, donc on récupérait ça. Et puis, des sociétés qui avaient besoin... En général, les sociétés qui nous rejoignent, c'est plutôt des sociétés de taille moyenne qui avaient des difficultés à se maintenir sur leur marché parce que trop petites, le client disant oui, mais bon, vous êtes trop dépendante de nous, par exemple, ou vous êtes trop petite pour continuer avec nous. Tout le monde sait qu'en ce moment, les clients ils veulent réduire le nombre de fournisseurs. Et que certaines petites sociétés ont du mal à se maintenir sur le marché. Donc là, en rejoignant un groupe, on règle ces problèmes-là. D'accord, très bien. Est-ce que tu pourrais nous donner une de tes plus grandes réussites et une de tes échecs que tu as eu?
Des réussites, on en a eu quand même dans le domaine en particulier de la croissance externe. Hein. On a en particulier la plus grosse société qu'on a intégrée, là, qui fait 300 personnes. Bon, c'est aujourd'hui un des fleurons, on va dire, du groupe. Donc on a réussi non seulement à l'intégrer, à la développer, puis à faire en sorte que les dirigeants globalement de cette société-là maintenant soient associés au développement du groupe. Hein. Des échecs, on en a eu au niveau du management. Hein. C'est très difficile. Enfin bon, dans la difficulté de recrutement, il y a les postes de management, les postes de commerciaux. Hein. C'est là où moi, je dirais, j'ai connu le plus de difficultés et plus d'échecs. Alors, en faisant des fois des erreurs, par exemple, une erreur classique, c'est de vouloir faire monter trop vite les gens, hein, en disant t'as du potentiel, vas-y, monte, et à un moment, on arrive à une situation où la personne finalement, alors qu'elle réussissait bien dans son domaine, on l'a fait monter à un niveau supérieur et finalement elle réussit pas. Et là, c'est la cata, parce qu'elle peut plus revenir au niveau d'en dessous, parce que voilà, à la limite la place est prise et puis elle n'a pas envie. Et si elle est en échec à ce niveau-là, en gros, ça se termine mal parce que le saut, la marche n'a pas été franchie. Quoi. Donc il faut faire très attention. On a tous envie de faire monter et de promouvoir les gens. Et des fois, en voulant le faire pour la bonne cause, eh bien, on plante les gens. On peut planter. Bon, donc il faut le savoir. Et pourtant, les gens sont preneurs. Hein. C'est-à-dire quand on leur dit, voilà, il y a un poste de direction, tu vas le prendre, etc. C'est une évolution. Bon, là, maintenant, je suis plus prudent sur ce domaine-là. Bon. Voilà. Je pense que c'est un conseil judicieux. Oui, c'est vrai. Hein, très bien. Pour terminer, si tu avais quelques conseils clés que tu souhaiterais donner à des entrepreneurs, à de jeunes entrepreneurs? On en a donné un certain nombre, mais bon, je dirais une société, moi je pense, et bon, c'est ma conception, ça joue beaucoup sur le côté humain des choses. Hein, donc les conseils, c'est entourez-vous bien, hein, c'est-à-dire faites vos bons choix. Si vous décidez de vous associer, faites les bons choix, hein, ayez des associés en qui vous avez confiance. Évitez d'avoir des gens qui soient en conflit sur le même domaine. Hein. Moi, je sais que si on a réussi à 3, c'est parce qu'on a réussi à définir des zones où chacun avait son propre territoire, on va dire, hein, enfin son propre zone d'influence. Parce que si ça ne l'est pas, d'ailleurs, les gens vont le ressentir et ça affiche, entre guillemets, la pagaille dans la boîte. Parce que les gens, ils vont essayer d'intervenir auprès si on est 3 dirigeants, ils vont essayer d'intervenir auprès des 3, et alors là, c'est ingérable. Quoi. Donc il faut que chacun ait sa bonne place, soit sur son domaine réellement de compétences. Donc, alors ça c'est vrai pour les associés, c'est vrai aussi pour tous vos collaborateurs, donc choisissez bien vos collaborateurs. Il ne faut pas avoir forcément que des cadors sur tous les postes, il faut savoir avoir une pyramide équilibrée entre des gens qui ont du potentiel, d'autres qui ont moins envie de progresser mais qui sont des gens stables et sûrs. Alors je vous l'ai dit, il faut faire évoluer les gens mais il ne faut pas forcément le faire trop vite. Quand on le fait, il faut aussi accompagner. Parce que dans une petite société, on a tendance à très facilement confier des responsabilités aux gens. C'est facile. On dit, allez, vas-y. Mais on a tendance aussi à le laisser faire tout seul. Parce que encadrer, etc., manager, on n'a pas forcément le temps. Et donc, on peut tomber sur des cas où la personne vraiment n'arrive pas au niveau qu'on aurait espéré. Et là, si on ne s'en aperçoit pas, c'est là où il peut y avoir une catastrophe. Voilà. Et puis, une entreprise, moi je te dis, c'est l'envie. Hein. Ayez envie si vous n'avez pas envie de faire ça, si vous faites ça à contre-cœur en disant je vais faire ça parce que j'ai pas d'autre choix, à mon avis, ça ne va pas marcher. Quoi. L'entreprise, on y passe du temps.
on y met quand même beaucoup de soi-même. Donc, bon, il faut que ça plaise. Il faut le faire avec passion. Il faut le faire avec passion, avec un minimum de passion. Voilà. Il faut être réaliste, il faut équilibrer d'ailleurs. Faut pas être que dans son entreprise. Il faut aussi avoir des équilibres personnels autour de ça. Mais bon, si on n'est pas à l'aise avec ça, ça a peu de chances de réussir. Voilà. Très bien. Ouais. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance à tous ceux qui m'écoutaient. Et puis, en tout cas, ça a été un plaisir. Et ceux qui veulent éventuellement avoir des contacts directs avec moi, passent par Alex. Voilà, ça, aucun problème. De toute façon, si vous avez la moindre question, voilà, je ferai le lien. D'accord. Pas de problème. Bah, écoute, merci beaucoup Jean-Yves, ça a été un grand plaisir. D'accord, merci à toi Alex aussi. Bonsoir.